Merci beaucoup pour cette introduction et pour l'invitation, qui est une invitation du CACIS, de CRISE et de l'UQAM. Et donc, je remercie tout particulièrement Louise Potvin, Jean-Louis Klein et François Fleury. Comme vous le savez, ces centres s'intéressent beaucoup aux nouvelles pratiques de recherche et d'innovation. Et ils ont, je crois même, on peut le dire, fait progresser considérablement ces pratiques dans leurs domaines respectifs. Mon sentiment, et c'est un peu autour de cela que je vais organiser ma présentation, mon sentiment, c'est que en matière de pratiques de recherche et d'innovation, en matière de conduite des activités de recherche et d'innovation, il y a un modèle qui était émergent seulement il y a quelques années, mais qui s'impose de plus en plus nettement, au moins dans les discours, si ce n'est dans les pratiques, mais je crois également dans les pratiques. Et c'est un modèle qu'on pourrait décrire de façon très grossière, avec des notions comme celle de démocratie, de partenariat, de participation, de co-construction. Comme vous le savez, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, ces notions-là n'étaient pas du tout de rigueur lorsqu'il s'agissait d'innovation. Je crois que maintenant, elles sont largement partagées. Alors dans cet exposé, je voudrais, dans un premier temps, en parcourant un certain nombre d'activités qui sont cruciales du point de vue de la recherche et de l'innovation, je veux dire le marché, les marchés économiques, les pratiques scientifiques et techniques, mais également la manière dont on prend les décisions. Je voudrais essayer de montrer la cohérence de ce modèle et essayer de le qualifier de manière un tout petit peu différente, pas nécessairement avec ces notions que je viens d'évoquer, pour montrer quels sont les enjeux de cette emprise grandissante de ce modèle qui, en fait, impose que l'on s'interroge de manière permanente, de manière constante sur les êtres et sur leur identité. Par exemple, on ne peut plus, dans nos sociétés, on ne peut plus parler d'OGM sans immédiatement dire ce que sont les OGM, ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font, etc. On ne peut pas parler de malades, de pauvreté, de consommateurs sans avoir comme exigence de s'engager dans une investigation pour préciser ce dont on parle. Et ce modèle, donc, qui est en cours d'établissement et dont l'emprise grandit, fait passer au second plan ou met à l'écart un certain nombre d'autres formes de problématisation de l'innovation et de la recherche. Et je crois que c'est face à cette situation, enfin contrastée, que les sciences sociales doivent essayer de se déterminer et essayer d'élaborer des nouvelles stratégies et peut-être aussi des nouvelles méthodologies. Donc je vais commencer par ce tour d'horizon des différentes sphères d'activité dans lesquelles l'innovation et la recherche sont en cours de transformation. Je parle de trois grandes transformations donc, qui affectent de façon tout à fait considérable la manière dont ces activités sont conduites et organisées. Et je commence, à tout seigneur, tout honneur, si je peux dire, par les marchés économiques. Alors, tout au long de cette présentation, je vais sans doute être assez caricatural, essayer de mettre en évidence des traits qui me paraissent saillants, mais c'est une occasion ensuite d'échanger avec vous pour essayer éventuellement de compliquer le modèle et surtout éventuellement de le remettre complètement en cause. Donc s'agissant des marchés, je ferai la même chose d'ailleurs pour les pratiques scientifiques et techniques, mais également pour les mécanismes de prise de décision. S'agissant des marchés, je crois qu'on peut opposer de façon tout à fait typique deux conceptions du marché. Une dont on sort, qui est encore présente, c'est le marché considéré comme un dispositif qui permet une allocation optimale des ressources. En tous les cas, on considère que le marché permet de faire ça de façon tout à fait convenable et efficace, à une conception du marché qui est radicalement différente, qui est une conception dans laquelle les marchés sont les dispositifs institutionnels probablement les plus efficaces et les plus performants pour produire des innovations, tout simplement parce que l'innovation
est une forme de compétition nouvelle qui permet d'éviter la compétition. Je crois que c'est ça le ressort tout à fait essentiel de la manière dont on conçoit les marchés et dont ils fonctionnent, c'est que s'ils innovent, c'est tout simplement pour éviter la compétition. C'est une c'est une manière de se soustraire à la compétition, innover, et vous vous retrouvez finalement en situation de monopole face à vos clients. Et cette logique de l'innovation comme fuite en avant, qui permet de se soustraire à la compétition par les prix, pour dire les choses rapidement, parce que vous proposez des produits que les autres ne proposent pas. Cette logique de l'innovation s'appuie en fait sur deux mouvements complémentaires qui me paraissent être absolument caractéristiques du fonctionnement de ces marchés. Le premier mouvement, qui est en fait la pointe même de cette logique de l'innovation, c'est ce que certains auteurs, et moi-même d'ailleurs, ont appelé un processus de singularisation des biens et des personnes. Alors je voudrais bien faire comprendre ce qui est en jeu là. Ce n'est pas du tout l'individualisation des biens tels qu'on a pu en parler, notamment lorsqu'il s'agit de la crise fordiste et du passage d'une production de masse à une production de biens différenciés. Contrairement à la différenciation des produits qui suppose, à l'individualisation des produits qui suppose qu'on connaisse bien les individus, qu'on connaisse leurs qualités. Les individus sont des êtres stables dont on explore les qualités, mais en eux-mêmes ils ne sont pas changeants, ils ne sont pas mobiles, ils ne se transforment pas, ils ne sont pas transformés par les biens qu'on leur propose. Donc par opposition à cette conception de l'individu et de l'individualisation, la singularisation désigne un processus complètement différent de coproduction et de coexploration à la fois des biens et des consommateurs pour réaliser un attachement entre les biens et les consommateurs. C'est-à-dire qu'une fois que les biens et les consommateurs sont attachés, le consommateur a changé. C'est un être différent, c'est pour ça qu'on peut parler de singularisation. Ce n'est pas simplement un individu auquel on s'est mieux adapté, ou dont on a fait saillir quelques propriétés ou quelques caractéristiques ou quelques qualités qu'on ne connaissait pas ou qui étaient cachées. Non, on produit à proprement parler un individu nouveau. Et puisque je suis dans une institution qui s'occupe de santé, il y a une manière très simple de faire comprendre cette façon d'attacher les biens aux consommateurs en les transformant simultanément, en les adaptant, en les ajustant l'un à l'autre, c'est les stratégies nouvelles par lesquelles on attache des médicaments à des patients. Le médicament, comme ça a été noté plusieurs fois dans de nombreux travaux, d'abord dans la psychiatrie, mais je crois que ça s'étend à d'autres domaines, le médicament est une manière d'explorer les maladies. Vous avez des maladies qui sont des maladies définies par les réponses qu'elles apportent à des médicaments. Et de la même façon, les médicaments se définissent par la façon dont ils s'adaptent à tel ou tel individu, ou ils soignent telle ou telle maladie. Et vous avez finalement en bout de course, après cette exploration, vous avez des médicaments qui font quelque chose dont on ne savait pas qu'ils faisaient cette chose-là avant, et des patients ou des individus qui sont affectés par une maladie qu'on ne connaissait pas auparavant. On fait exactement la même chose, c'est exactement la même stratégie avec Amazon.fr ou .com. C'est-à-dire que quand monsieur tout le monde rentre sur le site d'Amazon pour acheter un bouquin, on lui dit hey, au fait, si ça ne vous intéresse pas d'aller voir tel autre bouquin, et d'étape en étape, de fil en aiguille, on se retrouve, moi qui achète des bouquins, à aimer tout d'un coup la science-fiction américaine, tout simplement parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire et que d'autres le faisaient. Et puis les auteurs de romanciers, les auteurs de nouvelles de science-fiction américaine, alors ils s'en foutent complètement, mais d'un seul coup un nouveau client ou un nouveau lecteur. On peut faire la même chose pour les services. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, même associés à l'industrie manufacturière, où la notion de service vient faire ce travail. Tout ce qui est ajouté à une voiture vient faire ce travail d'exploration conjointe des biens et des consommateurs, des usagers. Et ce qui se produit en bout de course, évidemment, c'est un attachement. Plus on fait cette adaptation de façon fine et progressive, et plus le bien ne peut plus se passer de son client, et plus le client ne peut plus se passer de son bien. Il y a une sorte d'addiction
qui se crée et qui est très typique de ce processus de singularisation. Et ce qui est également important, c'est que les individus dans cette dynamique-là sont des trajectoires, ce sont des histoires. À chaque bien, à chaque exploration, à chaque attachement, ils sont différents de ce qu'ils étaient avant. Vous ne pouvez plus parler, vous voyez, d'un individu avec des propriétés stables. Il se transforme au cours du temps. Et il se transforme grâce à ce processus de l'innovation qui singularise les êtres qu'elle touche. Alors, je n'ai pas le temps de développer ce point-là, mais c'est très intéressant, par exemple, de regarder tous les outils de marketing, notamment utilisant des bases de données et des collectes de données impressionnantes, qui permettent de faire ce travail d'ajustement, ce qu'on appelle, pour ceux qui aiment le marketing relationnel. D'autres formes de marketing, comme le marketing atmosphérique, font exactement le même travail. Ils transforment les individus en histoire. Et en une histoire qui est une réalisation progressive, une explicitation progressive de ce qu'ils sont et qu'ils n'étaient pas encore. C'est une enquête. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour faire ce travail de singularisation, il faut mobiliser, ce n'est pas du tout quelque chose que le premier venu peut réaliser. Il faut mobiliser des légions d'acteurs différents, avec des compétences différentes, des savoirs différents, des professions différentes. Et finalement, c'est un grand nombre d'acteurs hétérogènes qu'il faut arriver à aligner, à faire travailler ensemble, à coopérer, pour arriver à faire ce petit truc qui est d'attacher Monsieur X à un bien qui a été directement exploré, coproduit avec lui. Donc vous voyez, pour faire changer, pour transformer les êtres individuels en une histoire qui est la leur et qu'ils assument, il faut des milliards et des milliards de dollars, comme le savent les entreprises pharmaceutiques. Une des propriétés donc, de cette logique de la singularisation, c'est de déployer des formes d'organisation qui sont des formes d'organisation tout à fait nouvelles et originales. On ne peut pas s'organiser n'importe comment pour réaliser cette adaptation et cet ajustement. Alors la notion de réseau est très commode, bien sûr, elle a été très utilisée pour dire il faut mobiliser, créer un réseau d'acteurs différents, des chercheurs de différentes disciplines, des services administratifs, parfois des associations, etc., pour arriver à faire cette exploration et cette singularisation. Mais ça n'est pas suffisant. On peut, par exemple, souligner le fait que cette exploration, elle est facilitée par ce que certains auteurs ont appelé, dans le monde industriel lui-même, la démocratisation de l'innovation. Vous voyez, c'est un mot qui n'est pas du tout du côté du non-marchand, c'est un mot qu'on retrouve dans le secteur industriel et économique. Il y a pas mal d'exemples qui montrent que pour réaliser cet attachement, cette singularisation, cet ajustement, en somme qui est un ajustement dynamique, la meilleure façon, c'est de faire participer les utilisateurs. Et les utilisateurs deviennent des acteurs de l'innovation. Par exemple, von Hippel, pour ne citer que lui, mais il y en a maintenant, il y a des articles sur le sujet, plein les bibliothèques universitaires, les bonnes bibliothèques universitaires. Tous ces travaux montrent justement la mobilisation des consommateurs et des usagers dans la construction de l'innovation. C'est vraiment une forme avancée de l'innovation économique. Mais dans cette forme d'organisation, il y a une autre notion sur laquelle je voudrais souligner, parce qu'elle me paraît absolument cruciale, et on la retrouvera un petit peu plus tard, c'est la notion de plateforme. Alors j'ai face à moi un des grands promoteurs de la notion de plateforme dans les Science Studies. Il faut quand même dire qu'il n'a pas été le premier, c'est-à-dire que c'est une notion qui a été très utilisée, qui a été, disons, imaginée et proposée par les gens
qui travaillaient sur l'innovation économique et l'innovation industrielle. Et c'est une notion qui est de plus en plus utilisée pour décrire justement tout ce travail qui va conduire un grand nombre d'acteurs à se coordonner pour arriver à produire cet ajustement particulier et singulier. Je vais vous donner simplement quelques exemples pour illustrer ce que sont ces plateformes et la façon et leur diversité. Par exemple, entre la science, on dit souvent que les rapports entre science et industrie, recherche universitaire et industrie, sont des rapports qui sont assez compliqués parce que c'est des univers différents, c'est pas les mêmes incitations, c'est pas les mêmes carrières, etc. Une façon de régler de manière élégante ce problème de l'étrangeté de ces mondes les uns aux autres, c'est de créer des plateformes comme, imaginez un synchrotron par exemple. Un synchrotron, c'est une plateforme qui permet à des universitaires de travailler avec des industriels sur des sujets qui sont communs. Ils se rencontrent très peu, ils sont toujours, c'est cette notion qui est essentielle, des étrangers les uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire qu'ils coopèrent. Le dispositif technique est un mécanisme qui permet de faire coopérer des gens qui se haïssent peut-être quand ils se croisent dans le couloir, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais la vertu de la technologie, c'est que ça pacifie. Ça permet de s'ignorer tout en coopérant les uns avec les autres. Il y a un autre exemple qui a été étudié par des collègues, qui est une plateforme qui s'appelle Innocentive, dans laquelle vous avez, c'est à l'initiative d'un laboratoire pharmaceutique, et puis ensuite ça a été repris par une équipe spécialisée, qui fait du crowdsourcing, comme on dit maintenant, c'est-à-dire que ce sont des industriels qui, comme dans le temps des académies des sciences, proposent des questions, proposent des problèmes de recherche, et invitent donc tous ceux qui sont à même d'apporter des solutions, de présenter des projets, moyennant c'est une organisation très sophistiquée en termes de propriété industrielle, d'incitation monétaire, etc. Mais au total, vous avez un industriel qui fait travailler des innovateurs ou des scientifiques qui ne se connaissaient pas, qui continuent à ne pas se connaître, et qui contribuent à un travail, à un projet commun. Et on voit se multiplier ce genre de plateforme. Je vais vous donner encore un autre exemple, parce qu'il est très frappant, de plateformes dans ces réseaux d'innovation qui singularisent les produits. Ce sont les produits finals, c'est-à-dire ceux qui sont entre les mains des consommateurs. Si vous prenez un téléphone mobile ou une carte de crédit, qu'est-ce que ces produits font? La carte de crédit, elle permet à des banques, à des commerçants et à des porteurs de la carte de crédit d'interagir les uns avec les autres. Et tous ces usagers, tous ces agents qui sont positionnés autour de la carte de crédit ne se connaissent pas. Je ne connais pas tous les marchands qui vont éventuellement être intéressés par ma carte de crédit, et l'inverse est vrai. Et c'est vrai aussi des banques. Donc vous voyez un produit, qu'est-ce qu'il fait? Le produit connecte. On voyait d'habitude des produits qui étaient en quelque sorte, qui rentraient dans la poche du consommateur et puis qui disparaissaient de la circulation, qui n'avaient pas d'autre fonction que celle d'être absorbés par le consommateur. Non, là encore, nous avons des plateformes. Et par conséquent, vous voyez que depuis l'amont du réseau d'innovation jusqu'à son aval, vous avez ces dispositifs matériels qui sont des plateformes et qui permettent la coordination, c'est ça mon point important, la coordination entre une multitude d'acteurs qui ne se connaissent pas, qui sont des étrangers les uns vis-à-vis des autres, et qui pourtant participent à cette entreprise commune, à cet objectif commun qui est de singulariser le produit. Alors je vous signale au passage que ces produits plateformes, qui sont des produits de consommation finale, ont été appelés, sont considérés comme des produits fabriqués par ce qu'on appelle des marchés bifaces, mais qui sont aussi des marchés multifaces. Mais ma conviction, c'est qu'il y a de moins en moins de produits qui ne sont pas des plateformes. Regardez un peu autour de vous, et à chaque fois que vous consommez quelque chose, un service, un produit, dites-vous, il y en a combien qui profitent
de ce que je fais. Parce que si on rentrait dans l'analyse économique, il faudrait dire que la valeur du produit est enrichie par le nombre d'usagers ou d'acteurs possibles qui peuvent se connecter à lui. Donc c'est une formidable façon de produire de la valeur. Donc cette innovation, singularisation, et c'est le dernier point que je voudrais souligner s'agissant des marchés, cette innovation qui est produite par singularisation et mobilisation d'un grand nombre d'acteurs différents, aboutit à la constitution de mondes socio-techniques à part entière. C'est-à-dire que ce qui est en cause dans ce travail d'attachement des usagers à certains produits, à travers la mobilisation de toutes les ressources, toutes les compétences et tous les acteurs qui sont nécessaires à la conception et à la réalisation de cet attachement, ce qui se réalise, c'est un monde socio-technique à part entière, fortement intégré, cohérent. Vous voyez les plateformes qui connectent, qui coordonnent. Le produit qui est fortement attaché, c'est un monde qui est fabriqué. Et que signifie le fait que l'innovation soit la forme de compétition? C'est tout simplement que ces mondes sont en compétition les uns avec les autres. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de vous dire, quand vous irez acheter un produit, c'est la compétition entre Samsung et Apple ou quelque chose comme ça, vous vous direz, est-ce que je rentre dans un monde, celui-là, ou bien est-ce que je rentre dans un autre monde, sachant que ces mondes sont en compétition les uns avec les autres, et, point essentiel, c'est ce que Schumpeter avait dit pour l'innovation en la traitant de destruction créatrice, c'est que ces mondes-là, ils sont souvent intolérants les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que quand vous avez réussi à fabriquer un monde, c'est d'autres mondes qui se disparaissent. Innover, c'est faire un monde et c'est défaire d'autres mondes. Je passe maintenant dans cette promenade à pas rapide. Je passe maintenant à la deuxième sphère d'activité qui est celle des pratiques scientifiques et techniques. Alors là, je suis très heureux qu'il y ait mon ami, collègue de longue date, Alberto Cambrosio, dans la salle, parce que je vais utiliser comme exemple une des études qu'il a réalisées récemment sur les essais cliniques pour traiter le cancer, pour traiter les cancers. Mais avant d'en venir à ça, commençons par dire que de la même façon qu'il y a un déplacement, une transformation qui amène des marchés allocation de ressources au marché innovation destructrice, singularisation, mobilisation, etc., de monde socio-technique, de la même façon qu'il y avait cette transformation-là, dans le domaine des pratiques scientifiques et techniques, il y a une autre transformation qui me paraît être absolument essentielle, qui est celle qui fait passer du laboratoire, vous savez ce que c'est qu'un laboratoire, à ce que l'on peut appeler un collectif hybride de recherche, qui inclut bien entendu des laboratoires, mais qui inclut de nombreuses autres institutions et de nombreux autres acteurs. Alors ce que je voudrais commencer par dire, c'est que ces collectifs hybrides de recherche ne sont pas du tout assimilables à des communautés. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu la littérature sur l'innovation, sur la recherche scientifique et sur l'innovation, le mot communauté est un mot qui est presque un lieu commun. On parle de communauté épistémique, de communauté pratique, des auteurs comme Karin Knorr de culture épistémique, pour indiquer en somme qu'il y a des ensembles qui se constituent pour souligner que ce n'est plus un individu qui produit des connaissances, mais que c'est vraiment un ensemble d'individus et d'institutions. Et en général, ce qu'on dit, c'est que ces ensembles forment des communautés, c'est-à-dire qu'elles partagent, le mot important c'est partage, qu'elles partagent des outils, des formes de raisonnement, des formes d'administration de la preuve, des types d'instruments, des concepts, etc., etc. Vous voyez, c'est un peu ce que disait Kuhn pour les paradigmes, c'est l'arche de Noé d'une certaine manière est plus fournie, il y a plus de choses qui viennent rentrer dans la constitution d'une communauté, elle fait des choses différentes, elle peut commencer par la pratique des savoir-faire très locaux, bricolés, pour transformer ensuite tous ces savoirs en connaissances qui vont pouvoir être négociées avec l'extérieur, etc. Donc il y a tout
une dynamique des communautés qui a été décrite. Vous commencez à voir ce qui ressemble avec ce que j'ai dit pour les marchés. Les collectifs hybrides de recherche peuvent être constituer des ennemis les plus impitoyables les uns avec les autres. Surtout, ça peut devenir des communautés dans certains cas, c'est sympathique même, mais dans la plupart des cas, ces collectifs hybrides de recherche font travailler ensemble des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui s'ignorent, et qui veulent s'ignorer, qui sont engagés dans des controverses souvent très importantes, mais le fait est qu'en fin de parcours, ils finissent par contribuer à une œuvre commune. Alors, je vais prendre là l'exemple que donne Alberto dans son livre, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais comme c'est un exemple qui est emprunté aux sciences médicales, je crois que ça parlera à un certain nombre d'entre vous. Il donne cet exemple du Bryce International Group, qui est donc un groupe international qui gère toutes les activités de recherche et d'essais thérapeutiques pour le cancer, du sein. Il donne cette description qui est évidemment tout à fait impressionnante et que l'on peut appliquer à d'autres collectifs de recherche. Il s'agit donc d'une méta-organisation, ce groupe, qui inclut 45 groupes collaboratifs indépendants. Chaque groupe indépendant a également ses centres de données, ses réseaux d'investigation affiliés, ses hôpitaux, ses laboratoires, ses associations de patients, et on est très, très, très tolérants, ses industriels, ses comités et ses procédures. Donc vous voyez que pour tester une molécule, enfin pour mettre au point, disons, une molécule, c'est une énorme machine qui est mise en place, qui fait de la recherche, et qui fait de la recherche sous une forme collective, sans que les gens nécessairement se connaissent, ou même sans qu'ils veuillent collaborer les uns avec les autres. Il y a l'organisation est absolument essentielle. Ça, c'est le premier point qui me paraît définir ces nouvelles pratiques de la scientifique et technique. Le deuxième point, c'est, et ce n'est pas sans lien d'ailleurs avec les autres, c'est que les catégories habituelles qui sont utilisées pour décrire le travail de recherche, cas fondamental, appliqué, développement, etc., invention, innovation, vous pouvez rajouter toutes les courbes de rétroaction, les boucles de rétroaction que vous voulez, mais enfin en gros il y a quand même des séquences qui vont du plus fondamental vers le plus appliqué, le plus concret. Cette classification des activités de recherche cède devant quelque chose, une opposition qui est maintenant générale, qui est empruntée, qui vient d'ailleurs des sciences de la vie, qui est l'opposition entre in vitro et in vivo. C'est complètement différent, évidemment, comme façon de concevoir le processus de recherche. Ce n'est pas sans précédent et sans antécédent historique. On a toujours insisté sur les sciences de la transformation, et donc qui se posait la question de l'irruption dans le grand monde des entités qui sortaient des laboratoires. Vous voyez, le physicien, il est plus tranquille quand même, hein. Il a ces petites boîtes qui sont bien étanches, fabriquées dans le laboratoire, c'est un laser, ça vient chez vous, c'est un disque laser, ça fait de mal à personne. C'est pratiquement la même chose. C'est pas du tout le même processus avec les sciences de la vie. Vous relâchez dans le grand monde des entités dont vous ne savez pas comment elles peuvent se comporter. Et donc la question essentielle, c'est comment on va faire pour passer de l'in vitro, du cube à essai, au grand monde, où il va falloir que ces entités survivent et se comportent de manière acceptable. C'est cette opposition entre in vitro et in vivo qui devient de plus en plus pertinente avec des sciences composites comme la biochimie, la biophysique, etc., et les sciences sociales, bien entendu. Cette opposition entre in vitro et in vivo conduit à un phasage des activités de recherche. Comme dans le cas de... Vous voyez, les sciences médicales sont en avance, enfin, sont pas en avance, elles montrent la direction de la même façon que les sciences physiques, il y a 3 ou 4 siècles, montraient la voie. Et la question donc essentielle, c'est comment passer d'une phase à l'autre. Eh bien, la réponse est en créant des modèles
qui sont des modèles qui se complexifient, qui se différencient, que l'on met en relation les uns avec les autres, et ce processus n'a pas de terme. Vous n'avez jamais le modèle qui va inclure tous les éléments qui viennent s'ajouter au fur et à mesure que vous passez d'un modèle 1 à un modèle 2 à un modèle 3, pensez aux phases dans les essais de médicaments. Ce processus, c'est un processus que j'appelle moi de cadrage débordement, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est en bout de course arriver à éviter tous les débordements des êtres que vous avez manipulés dans le laboratoire, et ce cadrage, il se fait progressivement par phases successives. Et dans ce travail de modélisation et de transformation de modèles qui deviennent de plus en plus complexes avec de plus en plus d'entités, etc., la prolifération des données est impressionnante. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus vous avez de données, et plus la question du traitement, de la collecte, de la qualité des données collectées et du traitement des données devient absolument essentielle. Et vous finissez finalement par aboutir à des traitements statistiques, à des calculs statistiques qui permettent d'élaborer des énoncés. Donc cette science-là, ces pratiques scientifiques et techniques laissent une grande place au calcul statistique, tout simplement du fait de cette progression qui fait passer de l'in vitro à l'in vivo par modèles successifs. Alors, au cours de ce processus, ce qui est très important, et c'est la troisième caractéristique de ces nouvelles pratiques, c'est la prolifération des êtres et des relations qui est liée à la prise en compte de plus en plus de variables, d'êtres, d'entités dans la modélisation qui fait passer de l'in vitro à l'in vivo. Plus vous avancez vers le monde, le grand monde, et plus le nombre d'entités à prendre en considération est important. Alors, ce qui est, là encore, le modèle, enfin l'étude qui a été faite par Alberto Cambrosio est assez intéressante. Il montre, par exemple, que ces modèles, il a un diagramme absolument saisissant dans lequel on voit tous les pathways qui mettent en relation toutes les entités qui réagissent, qui agissent les unes avec les autres, si vous voulez bloquer un certain récepteur, je crois, qui va permettre au traitement, à la molécule d'être active ou pas. C'est-à-dire qu'il y a dans l'ensemble des êtres à prendre en considération un nombre important d'éléments nouveaux qui apparaissent au fur et à mesure que l'investigation se poursuit et qui permettent de comprendre les mécanismes et les phénomènes. Donc vous avez, dans ce processus qui passe à l'in vitro, vous avez une complexification, une prolifération qui fait que la science devient de plus en plus la capacité d'intervenir dans ces mondes complexes. L'autre élément qui est tout à fait essentiel, c'est que dans cette complexification et dans cette multiplication des êtres qui sont appelés à intervenir dans la mise au point de substances nouvelles ou dans la production d'énoncés nouveaux, les êtres en question deviennent de plus en plus liés les uns aux autres, de plus en plus singuliers et spécifiques. On retrouve à nouveau cette notion de singularité. Par exemple, une molécule qui est utilisée dans un traitement donné et qui est utilisée dans un autre traitement combiné à d'autres molécules n'a pas les mêmes effets. C'est-à-dire que chaque élément, en somme, qui est découvert, qui est exploré, a des propriétés qui sont différentes les unes des autres selon les essais dans lesquels elle est incluse. De la même façon, ce processus de complexification aboutit à singulariser les patients. Les patients, au lieu d'être des patients qui peuvent être décrits par un certain nombre de traits généraux, sont des patients qui réagissent aux molécules en question, qui ont des biomarqueurs, qui ont donc des profils
biologiques particuliers. Donc vous voyez que le travail de modélisation successive, le travail de passage de l'in vivo à l'in vitro, aboutit très généralement à singulariser les êtres qui sortent des laboratoires ou sur lesquels les laboratoires prétendent agir. La quatrième caractéristique de ces nouvelles pratiques scientifiques et techniques, c'est que les formes d'organisation, et ça ce point est très bien montré dans le livre sur les essais cliniques, les formes d'organisation de ce travail de recherche scientifique et technique sont constitutives des nouvelles pratiques scientifiques. C'est-à-dire qu'on ne doit pas distinguer en quelque sorte les pratiques scientifiques et l'organisation des pratiques scientifiques. Organiser le travail scientifique, c'est une pratique scientifique. L'organiser notamment en disant comment utiliser les molécules, dans quel ordre, avec quels autres types d'interventions, comment collecter les données, comment les tracer, comment les traiter, quels outils statistiques utiliser. Toutes ces formes d'organisation et de coordination sont partie prenante de la pratique scientifique. Donc on ne peut plus imaginer de pratique scientifique qui soit distincte dans ce modèle-là de l'organisation de la pratique, des pratiques scientifiques elles-mêmes. Alors j'ai donné des exemples. L'exemple que j'ai utilisé, c'est celui des essais thérapeutiques sur le cancer, mais pensez à ce que l'on fait pour les OGM, pour le climat. On retrouve dans tous ces cas-là, on retrouve cette tension entre laboratoire et collectif, je veux dire pour étudier le climat, les variations du climat, ou pour étudier les OGM et ce que font les OGM, il faut évidemment faire des modèles, passer d'expériences dans des tubes à essai d'une certaine manière à des expériences qui sont in vivo. Bref, on retrouve cette même dynamique dans les différents domaines de recherche que je viens d'indiquer. Troisième sphère d'activité ou type d'activité qui subit également une transformation assez radicale en matière de pratique de recherche et d'innovation, en tous les cas pour lesquels les nouvelles pratiques de recherche et d'innovation ont une conséquence absolument essentielle, c'est la façon dont les décisions sont prises. Alors là encore, je poserai deux modèles. Un modèle dans lequel les faits qui permettent de prendre les décisions peuvent être établis, et un deuxième modèle dans lequel les faits sont constamment en cours d'établissement. Ce sont des processus ouverts. Et il est clair que cette dimension processuelle des faits, par exemple, est-ce que cette molécule guérit, est-ce que le climat de la Terre se réchauffe, quels sont les effets de telle plante OGM sur l'environnement, etc., est liée à cette dynamique de la recherche qui fait passer de l'in vitro à l'in vivo. Comme je le disais tout à l'heure, cette dynamique, elle est sans fin. On n'arrive jamais au modèle qui inclut toutes les variables. Et finalement, la recherche est cette aventure sans terme qui fait passer de modèle en modèle et qui les complexifie. Donc cette dynamique séquentielle qui produit des faits de façon processuelle aboutit finalement à quelque chose qui est absolument nouveau et original, qui est la nécessité de prendre des décisions à partir de données intermédiaires. Le nouveau style de décision, en somme, c'est la décision intermédiaire. Toutes les décisions qui sont prises ne sont que des décisions intermédiaires qui sont prises dans le flux du processus d'établissement des faits. Et ce qui est intéressant dans ce mécanisme de prise de décision, c'est que la décision qui doit être prise, pour être légitime,
doit convaincre au moment où les données arrivent, ces décisions doivent montrer qu'elles sont scientifiquement robustes, qu'elles sont par exemple éthiquement correctes, qu'elles sont politiquement bonnes et qu'elles sont économiquement efficaces. C'est-à-dire que lorsque par exemple vous décidez de continuer un essai ou de ne pas le continuer, de l'interrompre, en fonction, vous devez vous poser la question, est-ce que les faits, les données qu'on a rassemblées, les traitements statistiques qu'on a faits permettent de prouver de manière raisonnable qu'on a le droit de prendre ces décisions, et puis en même temps, vous devez vous poser la question de savoir si éthiquement c'est correct de décider qu'on va arrêter le traitement et par exemple ne pas faire profiter ou faire profiter certains malades de traitements à venir. La même chose pour le climat, c'est-à-dire que dans le cas des décisions qui sont prises par exemple par le GIEC pour le réchauffement climatique, vous avez ce processus constant de production de données intermédiaires qui sont plus ou moins robustes, qui permettent d'assurer plus ou moins nettement certaines décisions politiques. Et la grande question qui se pose dans ce processus donc, de décision intermédiaire, c'est d'organiser les procédures et la gouvernance de manière à faire cohabiter le plus tôt possible dans le processus de décision les différents points de vue, par exemple scientifiques, éthiques, politiques ou économiques, de manière à ce que la qualité de la décision puisse être appréciée au moment où elle est prise. C'est une décision qui est toujours provisoire d'une certaine manière, mais qui peut avoir des effets irréversibles. Et l'autre stratégie qui est utilisée, c'est très tôt dans le processus d'élargir le processus de prise de décision à tous les points de vue qui peuvent donner un avis pertinent sur la décision à prendre. Dans le cas du GIEC, par exemple, c'est réalisé dans les procédures et dans les structures de gouvernance, c'est-à-dire que vous avez très tôt dans le processus d'écriture, par exemple, des rapports, vous avez les politiques qui interviennent et donc qui apprécient la qualité des décisions sur le plan politique, en même temps que les scientifiques l'apprécient sur le plan scientifique. Et vous avez également, très tôt dans le processus, un grand nombre d'acteurs extérieurs, comme des associations, des organismes non gouvernementaux, etc., qui viennent donner leur point de vue pour le caractère pertinent des décisions qui sont prises. Donc vous voyez, c'est un processus de décision qui est très différent de celui auquel on était habitué jusqu'à maintenant, dans lequel vous aviez l'instruction du dossier en quelque sorte de façon séquentielle, c'est de la science, de l'éthique éventuellement, de la politique, etc. Là, ce qui est absolument saisissant, c'est qu'il faut, puisque les données sont toujours intermédiaires et que les décisions sont toujours intermédiaires, il faut à tout moment combiner des critères politiques, des critères scientifiques, pour que les décisions prises soient jugées bonnes. C'est très important, ça, sur le plan scientifique, politique, éthique, etc. Et qu'en même temps, on inclut le plus grand nombre d'acteurs possibles, de partenaires possibles, pour faire ce compromis entre différents types d'appréciation. C'est bien une manière différente de prendre une décision qui est considérée comme étant une bonne décision. Alors, ce régime, ou ces trois transformations, en somme, dans la manière dont des pratiques de recherche et d'innovation qui affectent les marchés, la manière de prendre des décisions et les pratiques scientifiques et techniques, me semble composer un modèle qui est relativement cohérent et homogène. Quelques-unes des caractéristiques de ce modèle sont indiquées là sur le transparent. C'est que, tout d'abord, et c'est peut-être le point absolument essentiel, il
définit de façon très nette ce que sont les êtres, et notamment les personnes humaines, c'est-à-dire que les êtres sont des singularités, c'est-à-dire des trajectoires, des explorations, une série de requalifications. C'est vrai de toutes les entités qu'on a pu rencontrer, c'est vrai du patient, c'est vrai d'un OGM, c'est vrai de la Terre, c'est vrai d'un pratiquant de VTT, d'un client d'Amazon, d'un site de rencontre, de quelqu'un qui est endetté. C'est-à-dire que dans cette logique de l'innovation, vous n'avez plus que des êtres qui se posent la question de leur identité et dont l'identité se transforme de façon régulière et systématique. Donc c'est un processus ce processus de singularisation est aussi un processus de mise à la question systématique. C'est-à-dire que dans ce régime d'innovation qui s'installe, tous les êtres sont mis à la question, sont soumis à la question. On ne peut que se poser la question de l'identité. On est obligé de se poser la question de sa propre identité. La deuxième caractéristique essentielle, c'est que, comme je l'ai dit, le processus de singularisation, donc de questionnement des êtres qui sont en transformation perpétuelle, engage la mobilisation de mondes toujours plus différenciés et complexes, et qui coopèrent comme des étrangers. D'autre part, troisième caractéristique, ces trajectoires de singularisation sont en compétition les unes avec les autres, et l'innovation est le nom qui est donné à cette compétition qui est en même temps une forme de relation sociale. Et dans ce processus de singularisation, en permanence, on se pose la question des décisions qui doivent être prises sur la base de données lacunaires, décisions qui doivent intégrer la qualité scientifique, la qualité politique, la qualité éthique ou la qualité économique, pour ne prendre que quelques exemples. Alors ce que je voudrais dire dans les minutes qui restent, c'est que ce régime, en somme, qui problématise les êtres de façon systématique et qui mobilise un grand nombre d'entités pour fabriquer ces problématisations, c'est un régime dont l'emprise me semble être croissante et qui fait apparaître ou qui dissimule ou qui fait passer sous silence tout un ensemble de problématisations qui n'ont pas la même logique et auxquelles le sociologue ou les sciences sociales en général doivent, me semble-t-il, s'intéresser. Alors face à cette emprise de la problématisation que je viens de décrire rapidement et qui est liée aux nouvelles pratiques de recherche et d'innovation, que peuvent faire les sciences sociales? En somme, sont-elles obligées de continuer le travail de ces problématisations, de cette problématisation dominante, en répétant ce qu'elle fait, ou bien a-t-elle d'autres possibilités, d'autres choix? Alors pour répondre à cette question, je crois qu'il peut être utile d'introduire la notion de site de problématisation qui correspond en somme à tous les lieux où ces questions sur les êtres que le régime dominant d'innovation impose, ces questions sur les êtres peuvent être posées et de manière un peu différente. Alors pour ça, il faut peut-être revenir sur cette notion de problématisation. La problématisation, c'est tout simplement défini de façon très sommaire,
c'est la mise en question des êtres et des relations qui s'établissent entre les êtres. Par exemple, vous pouvez problématiser ce qu'est un OGM, vous pouvez problématiser un régime de retraite, vous pouvez problématiser la pauvreté. C'est donc la mise en suspicion, la mise en suspens de ce qu'est l'être et de ce qu'est son identité. Comme on l'a vu précédemment, cette mise en suspens des identités des êtres, elle est généralisée dans le régime que j'ai présenté dans la première partie de mon exposé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas se poser la question de ce que sont les êtres et leurs identités quand on s'engage dans les activités d'innovation, dans les nouvelles pratiques scientifiques, etc. Et les réponses que donne le modèle dominant, c'est-à-dire la singularisation, la mobilisation de la recherche, d'un tas de ressources, etc., ces réponses qui sont proposées, évidemment, ne sont pas celles qui peuvent être proposées par d'autres sites de problématisation, d'où l'importance de la notion de site de problématisation. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'une problématisation est toujours une investigation. C'est-à-dire que lorsqu'on pose la question du statut des OGM, de ce qu'est un OGM, de ce qu'est un patient, on se livre en même temps à une activité de recherche pour préciser ce qu'est cette entité que l'on problématise. C'est ce que Foucault avait montré, par exemple, en soulignant que la sexualité existe en même temps qu'elle est problématisée. Problématiser, c'est faire exister et c'est investiguer. Ce qu'il faut également noter lorsque l'on parle de problématisation, c'est le caractère situé de toute problématisation. Si on prend le cas des OGM, les sites de problématisation, c'est-à-dire des sites où est posée l'identité de ce qu'est un OGM, ces sites de problématisation sont multiples et très diversifiés. Par exemple, il y a des labos publics, privés, alternatifs, comme on l'a vu récemment, des agences sanitaires, environnementales, des apiculteurs qui organisent des journées ouvertes, des fauchages citoyens, des cours de justice, des livres blancs, des associations de consommateurs, des supermarchés, etc. Vous avez une foule de sites différents où l'OGM est problématisé. Et par conséquent, au lieu d'avoir, est problématisé de manière différente. Donc, par conséquent, au lieu d'avoir un régime de problématisation qui impose de manière assez univoque, assez chromatique, monochromatique, les questions concernant les êtres qui sont traités, vous avez en réalité, face à cette emprise, vous avez une multitude de sites de problématisation qui diffèrent tous les uns les autres. Je l'ai indiqué là sur le transparent, parce que les êtres problématisés sont différents d'un site à l'autre, parce que les caractéristiques de ces sites sont différents, les épreuves ne sont pas les mêmes, les formes d'organisation ne sont pas les mêmes, les tailles de ces sites ne sont évidemment pas les mêmes, et on peut, par exemple, les OGM, on peut tout à fait imaginer une description de tous les sites, de leurs connexions et de la manière dont ils se composent les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un être OGM qui est traité de façon systématique par des sites qui sont alignés les uns avec les autres, vous avez une grande diversité, une grande pluralité des lieux et des façons de problématiser l'entité en question. Donc à l'emprise que créent ces pratiques dominantes de la recherche et de l'innovation, à cette emprise fait face une multitude de problématisations et de sites de problématisation. Et je pense qu'une manière de poser la question de l'intervention des sciences sociales face à ces nouvelles pratiques de la recherche et de l'innovation, et donc face à cette confrontation entre l'emprise de ces pratiques
et la manière et la diversité de problématisations dispersées, faibles, différentes, qui sont confrontés, qui s'opposent à cette emprise. Une manière de poser la question de l'intervention des sciences sociales, c'est de classer ces problématisations, ces sites de problématisation, en trois grandes catégories. Des sites de problématisation, et donc des problématisations qui optimisent d'une certaine manière le régime dominant en vue de le rendre plus performant et plus robuste. Par exemple, comment mobiliser le plus grand nombre possible d'acteurs pour singulariser les biens, comment avancer dans le processus de singularisation des biens, comment le rendre plus performant, plus efficace en introduisant de nouveaux outils de marketing, des nouvelles façons de distribuer, etc. Donc vous voyez, on peut faire la même chose pour les pratiques scientifiques et techniques et pour les mécanismes de prise de décision. Il y a tout un ensemble de problématisations qui visent qui s'inscrivent en quelque sorte dans le droit fil de la problématisation dominante. Continuez à vous interroger sur les identités en mettant en œuvre ces nouvelles pratiques que j'ai décrites précédemment. Il y a un deuxième style de problématisation qui vise à réformer, à adapter le régime dominant. Par exemple, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, une stratégie de réforme et d'adaptation du régime dominant consistait pour les processus d'innovation économique, à proposer d'inclure de plus en plus de partenaires dans les réseaux d'innovation et dans la conception des innovations. Ces réformes, d'une certaine manière, ont fait leur chemin. Le régime dominant s'est transformé, s'est adapté. On peut à chaque étape ainsi essayer de transformer, d'enrichir, de modifier pour le faire évoluer le régime dominant. Et puis il y a troisième catégorie de problématisation, toutes les problématisations alternatives, si l'on veut, qui échappent en quelque sorte ou qui s'opposent au régime dominant, c'est-à-dire qui refusent par exemple la singularisation des êtres, c'est-à-dire cette capacité des êtres à se transformer constamment, mais qui demande au contraire qu'on stabilise les êtres une bonne fois pour toutes et qu'on ne les remette pas en cause de manière permanente. On peut aussi imaginer des problématisations qui ne s'appuient pas du tout sur le déploiement de réseaux différenciés, sur la multiplication des acteurs à mobiliser, sur la science à solliciter, etc. Donc qui suppose des activités beaucoup plus compactes d'une certaine manière et limitées à un nombre restreint d'acteurs. On peut aussi imaginer des problématisations qui récusent cette vision de l'innovation destructrice d'une certaine manière, qui est faite de compétition et qui devient le standard des relations sociales, puisque l'innovation est évidemment une relation sociale, il faut constamment se mesurer aux autres, faire du benchmarking, etc. Donc la compétition est une forme d'organisation particulière. Et puis aussi, on peut imaginer des problématisations qui se récusent cette exigence qu'il y a à constamment se poser la question de ce qui est éthique, de ce qui est économique, de ce qui est politique, et qui veulent tout simplement qu'on décide une bonne fois pour toutes qu'un comportement, une stratégie n'est pas éthique ou est éthique, et non pas qu'on remette constamment en chantier cette qualification. Donc ce que je propose, en somme, que l'on fasse et que les sciences sociales fassent vis-à-vis de ces styles de problématisation différents, donc des styles qui sont dominants,
et dont j'ai décrit les caractéristiques au début, ou des styles qui sont adaptatifs ou au contraire alternatifs. Ce que je propose que les sciences sociales fassent ou s'engagent à faire dans la conjoncture actuelle, d'une certaine manière, c'est d'abord de continuer à décrire et à expliciter les différentes catégories de problématisation. Je crois que c'est absolument essentiel d'avoir une sorte de géographie ou de géopolitique des différents régimes de problématisation, des différents sites, des différents styles de problématisation. Par exemple, je prenais le cas des OGM. Sur le cas des OGM, vous pouvez faire une carte dans laquelle apparaissent la problématisation ou les problématisations dominantes et puis toutes les autres problématisations qui remettent en question ce que sont les OGM, ce qu'ils peuvent faire. Mais il est évident que dans la conjoncture actuelle, il y a ce qu'on peut appeler des rapports de faiblesse ou des rapports de force, c'est-à-dire qu'il y a certaines problématisations qui sont moins équipées, moins outillées que d'autres, et par conséquent, on peut imaginer ou on peut proposer que les sciences sociales, face à ce modèle et à l'emprise qu'il établit, interfèrent activement avec tous les sites de problématisation, toutes les formes de problématisation qui sont soit alternatives et de manière plus ou moins radicale, comme je l'ai indiqué précédemment, soit qui sont adaptatives, c'est-à-dire qui s'efforcent de transformer la problématisation ou les problématisations dominantes. Cette manière de concevoir, je vais terminer là-dessus, cette manière de concevoir le rôle des sciences sociales est d'une certaine manière proche de ce qui a été souvent relevé au cours des dernières années s'agissant de la position des sciences sociales par rapport aux acteurs sociaux, c'est-à-dire que dans cette opposition que vous connaissez sans doute entre, par exemple, sociologie critique, c'est-à-dire qui dévoile le fonctionnement de la société, et sociologie de la critique, c'est-à-dire qui s'appuie sur les critiques qui sont faites par les acteurs, par rapport à cette opposition qui est classique et canonique, la voie que je propose est un tout petit peu différente, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, et je pense que ce qui doit intéresser les sciences sociales, c'est l'activité critique des sites de problématisation, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser aux sites de problématisation pour voir, et notamment aux alternatifs et aux adaptatifs, pour voir comment ils remettent en cause les limites des problématisations dominantes et l'emprise du modèle dominant de la recherche et de l'innovation. Mais cet appui sur les acteurs doit s'accompagner d'un travail qui pourrait être qualifié de diplomatique, c'est-à-dire d'un travail qui consiste à faciliter la mise en relation des sites les uns avec les autres, de manière à aider ou permettre aux acteurs de savoir dans quelle mesure ils peuvent s'inscrire dans les problématisations existantes, dans les alliances auxquelles elles peuvent donner lieu. Ce qui est en cause, en somme, là, dans l'intervention du spécialiste des sciences sociales, c'est la construction d'un espace qui permette aux sites de problématisation, qui sont souvent dispersés, divisés,
de communiquer les uns avec les autres, de regrouper un certain nombre de leurs capacités d'investigation et d'analyse, et de composer finalement de proche en proche des styles ou des régimes de problématisation qui peuvent contrecarrer ou contrebalancer le régime dominant. Voilà. Merci.